Je m'appelle Olivia, et j'ai longtemps cru avoir trouvé la stabilité dans ma vie. À 35 ans, j'étais fière de mon parcours, un poste de cadre marketing dans une petite entreprise en pleine croissance à Lyon, un appartement cosy dans le 6e arrondissement, et un mariage de 7 ans avec Daniel. Mais ce soir-là, tout a basculé. C'était un mardi comme les autres. Je rentrais du travail, les bras chargés de dossiers et la tête pleine de projets pour notre prochaine campagne. L'odeur du pain frais de la boulangerie du coin flottait dans l'air, me rappelant que je devais acheter une baguette pour le dîner. En montant les escaliers de notre immeuble haussmannien, je pensais déjà à la soirée tranquille qui m'attendait, un bon repas, peut-être un épisode de notre série préférée, et une discussion avec Daniel sur nos projets de vacances en Provence. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Daniel était assis dans le salon, raide comme un piquet, son visage habituellement chaleureux figé dans une expression que je ne lui connaissais pas. « Olivia, il faut qu'on parle », m'a-t-il dit d'une voix étrangement distante. Mon cœur s'est serré. Ces mots, dans ce ton, n'annoncent jamais rien de bon. Je me suis assise en face de lui, posant mes affaires et essayant de garder mon calme. Daniel a pris une profonde inspiration avant de lâcher la bombe. « Ma mère a besoin d'aide. Je veux que tu quittes ton travail pour t'occuper d'elle à temps plein. » J'ai cru à une blague. Un mauvais goût, certes, mais une blague quand même. Sauf que le regard de Daniel ne trahissait aucune trace d'humour. Il était sérieux. Mortellement sérieux. Mais, et mon travail ? Notre vie ici, ai-je balbutié, encore sous le choc. Ce n'est pas négociable, Olivia, a-t-il répondu froidement. Notre mariage ne peut fonctionner que si tu fais des compromis. Ma mère a besoin d'une aide à domicile, et tu es la mieux placée pour ça. J'ai senti la colère monter en moi. Des compromis ? N'en avais-je pas déjà fait suffisamment ? J'avais abandonné l'idée de poursuivre mes études à Paris pour rester avec lui à Lyon. J'avais accepté de reporter nos projets d'enfant pour qu'il puisse se consacrer à sa carrière. Et maintenant, il me demandait de tout laisser tomber ? Daniel, sois raisonnable, ai-je plaidé. J'ai travaillé dur pour en arriver là. On ne peut pas engager quelqu'un pour s'occuper de ta mère ? Mais plus j'argumentais, plus son visage se fermait. Ce n'était plus le Daniel que je connaissais, celui qui riait à mes blagues nulles et me soutenait dans mes projets. Non, l'homme en face de moi était un étranger, froid et inflexible. Si tu ne fais pas ça pour notre famille, je n'aurai pas d'autre choix que de demander le divorce, a-t-il lâché, comme s'il parlait de la météo. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Le divorce ? Après tout ce qu'on avait traversé ensemble ? Les nuits blanches à travailler sur nos projets, les week-ends à retaper notre premier appartement, les moments de joie et de peine partagés. Tout ça balayé d'un revers de main ? J'ai regardé autour de moi, notre salon aux murs couverts de photos de nos voyages, le vieux canapé sur lequel on avait passé tant de soirées à refaire le monde. Comment en étions-nous arrivés là ? Tu ne peux pas être sérieux, ai-je murmuré, la gorge serrée. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie, Olivia. C'est ma mère. Elle a besoin de nous. J'ai essayé de comprendre. Vraiment. Je savais que la mère de Daniel, Estelle, avait toujours eu une grande influence sur lui. Mais de là à lui demander de sacrifier ma carrière, mon indépendance. C'était trop. Et si on trouvait un compromis, ai-je proposé, tentant une dernière fois de sauver la situation. Je pourrais prendre un temps partiel, on pourrait embaucher quelqu'un pour les jours où je travaille. Mais Daniel a secoué la tête. Ce n'est pas suffisant. Ma mère a besoin de quelqu'un à temps plein, quelqu'un de confiance. Quelqu'un de la famille. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Pas de tristesse, non. De rage. De frustration. Comment pouvait-il me mettre dans une telle position ? Me forcer à choisir entre ma vie professionnelle et mon mariage ? Tu te rends compte de ce que tu me demandes, ai-je demandé, la voix tremblante. De renoncer à tout ce pourquoi j'ai travaillé ? Mon indépendance, ma carrière. C'est ce que font les familles, Olivia. On se soutient. On fait des sacrifices. Des sacrifices. Comme si j'étais la seule à devoir en faire. Comme si ma vie, mes aspirations, ne comptaient pas face au désir de sa mère. Le silence est tombé dans le salon, lourd, oppressant.
J'ai regardé Daniel, cherchant une trace de l'homme que j'avais épousé. Mais tout ce que je voyais, c'était un inconnu, froid et distant. J'ai besoin de réfléchir, ai-je finalement dit, me levant du canapé. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je prenne une décision comme ça, sur un coup de tête. Daniel a hoché la tête, mais son expression est restée impassible. Ne prends pas trop de temps. Ma mère a besoin d'une réponse rapidement. Je suis montée dans notre chambre, fermant la porte derrière moi. Assise sur le lit, j'ai laissé les larmes couler. Comment en étions-nous arrivés là? Comment l'homme que j'aimais pouvait-il me mettre dans une telle position? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongée dans notre lit, écoutant la respiration régulière de Daniel, j'ai repensé à notre histoire. À nos débuts, quand on était étudiant et qu'on rêvait d'un avenir radieux. Aux promesses qu'on s'était faites. À la fierté dans ses yeux quand j'avais décroché mon premier poste. Maintenant, tout semblait si loin. Si irréel. Comme si ces moments n'avaient été qu'un rêve, et que je me réveillais dans un cauchemar. Le lendemain matin, quand je suis descendue prendre mon café, Daniel était déjà parti travailler. Un post-it sur la table de la cuisine m'attendait, « J'espère que tu prendras la bonne décision. Pour notre famille. » Notre famille. Ces mots résonnaient dans ma tête. Quelle famille? Celle où mes désirs, mes ambitions n'avaient aucune importance? Celle où je devais tout sacrifier sur l'autel des caprices de ma belle-mère? J'ai passé la journée au bureau, incapable de me concentrer. Mes collègues ont remarqué que quelque chose n'allait pas, mais j'ai prétexté un mal de tête. Comment leur expliquer que mon mari venait de me demander de choisir entre ma carrière et mon mariage? Le soir venu, j'ai pris ma décision. Quand Daniel est rentré, je l'attendais dans le salon, ma valise à mes pieds. Je ne peux pas faire ça, Daniel, ai-je dit calmement. Je ne peux pas renoncer à tout ce que je suis pour satisfaire les désirs de ta mère. Il a regardé ma valise, puis moi. Pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de regret dans ses yeux. Mais elle a vite disparu, remplacée par cette froideur que je ne connaissais que trop bien maintenant. Alors c'est fini, a-t-il dit simplement. C'est fini, ai-je confirmé, le cœur lourd mais l'esprit clair. En franchissant la porte de notre appartement ce soir-là, je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais je savais une chose, je ne laisserai plus jamais personne me dicter ma vie. J'étais Olivia, et j'allais écrire ma propre histoire. Les jours qui ont suivi l'ultimatum de Daniel ont été un tourbillon d'émotions. J'oscillais entre la colère, la tristesse et l'incrédulité. Comment en est-il? ONS nous arrivait là? Malgré tout, une petite voix en moi espérait encore. Peut-être que si je parlais directement à Estelle, la mère de Daniel, je pourrais trouver un compromis. Naïvement, je pensais qu'en expliquant ma situation, elle comprendrait. Après tout, n'était-elle pas aussi une femme qui avait eu ses propres aspirations? C'est ainsi que je me suis retrouvée, un samedi matin pluvieux, devant la maison d'Estelle dans la banlieue chic de Lyon. Le quartier respirait l'opulence, avec ses grandes villas et ses jardins impeccablement entretenus. La demeure d'Estelle ne faisait pas exception, une imposante bâtisse de style colonial, entourée d'un jardin qui aurait fait pâlir d'envie Marie-Antoinette elle-même. J'ai sonné à la porte, le cœur battant. Pendant les quelques secondes d'attente, j'ai répété mentalement le discours que j'avais préparé. J'allais être diplomate, compréhensive, mais ferme. Nous allions trouver une solution ensemble, j'en étais sûre. La porte s'est ouverte, et Estelle est apparue. Malgré ses 60 ans passés, elle avait toujours cette allure de grande dame, avec ses cheveux parfaitement coiffés et son tailleur Chanel impeccable. Son regard, par contre, était tout sauf chaleureux. « Ah, Olivia, a-t-elle dit, un sourire condescendant aux lèvres. Tu as finalement décidé d'être utile. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai dû me faire violence pour ne pas répondre du tac au tac. « Bonjour, Estelle, ai-je répondu aussi calmement que possible. J'aimerais qu'on discute de la situation, si vous voulez bien. » Elle m'a toisé de haut en bas, comme si elle évaluait un meuble d'occasion. Entre, a-t-elle finalement lâché, s'écartant à peine pour me laisser passer. L'intérieur de la maison était à l'image de sa propriétaire, ostentatoire et froid. Des antiquités de valeur côtoyaient des bibelots kitsch, créant un mélange étrange qui donnait le tournis.
Estelle m'a conduite dans le salon, un espace immense dominé par une cheminée en marbre et des fauteuils Louis XV. « Assieds-toi » a-t-elle ordonné, désignant un fauteuil. Elle-même s'est installée en face de moi, droite comme un i, me fixant de son regard perçant. Alors, a-t-elle commencé sans préambule, Daniel m'a dit que tu avais besoin de temps pour réfléchir. J'espère que tu as pris la bonne décision. J'ai pris une profonde inspiration. Estelle, je comprends que vous ayez besoin d'aide. Mais vous devez comprendre que ce que vous demandez est énorme. J'ai travaillé dur pour ma carrière, et... Elle m'a coupé d'un geste de la main. Ta carrière ? Ne sois pas ridicule, ma chère. Les femmes n'ont pas de carrière, elles ont des passe-temps en attendant de servir leur famille. J'ai senti la colère monter en moi, mais je me suis efforcée de rester calme. Les temps ont changé, Estelle. Les femmes peuvent avoir une carrière et une famille. Son rire, sec et méprisant, a résonné dans le salon. Oh, Olivia, tu es si naïve. Laisse-moi t'expliquer comment les choses vont se passer. Et là, pendant près d'1 heure, Estelle a déroulé son plan. Elle voulait que je vienne vivre chez elle, que je m'occupe de l'entretien de la maison, que je gère ses repas, ses rendez-vous, ses garden parties. En gros, elle voulait une domestique à plein temps, pas une belle-fille. Et bien sûr, a-t-elle ajouté comme si c'était la cerise sur le gâteau, tu t'occuperas de mon jardin. J'ai des rosiers qui demandent une attention particulière. J'étais abasourdie. Ce n'était pas une demande d'aide, c'était de l'esclavage pur et simple. Estelle, ai-je dit, essayant de garder mon calme, ce que vous demandez est impossible. J'ai ma propre vie, mon travail. Elle m'a coupé à nouveau. Ton travail ? Ah. Quel travail ? Jouer à la secrétaire dans un bureau ? Les femmes appartiennent à la maison, à servir leur famille. C'est comme ça que ça a toujours été, et c'est comme ça que ça doit être. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Toute ma diplomatie, toute ma volonté de trouver un compromis s'est évaporée. Je ne suis pas votre esclave, Estelle, ai-je dit, me levant. Je suis une professionnelle accomplie, et je ne renoncerai pas à tout ce pourquoi j'ai travaillé dur. Son visage s'est durci. Alors bonne chance pour rester mariée, ma chère. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. C'était donc ça. Ce n'était pas seulement Daniel qui me mettait la pression, c'était Estelle qui tirait les ficelles depuis le début. Vous ne pouvez pas décider de mon mariage, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Elle s'est levée à son tour, me dominant de toute sa hauteur. Oh, mais si, je le peux. Daniel a toujours écouté sa mère, et il continuera à le faire. Si tu ne fais pas ce que je dis, tu le perdras. C'est aussi simple que ça. J'ai reculé, choquée par tant de cruauté. Comment une mère pouvait-elle être prête à détruire le mariage de son fils pour satisfaire ses caprices ? Vous êtes monstrueuse, ai-je murmuré. Son sourire s'est élargi, presque carnassier. Non, ma chère. Je suis pragmatique. Les hommes vont et viennent, mais la famille reste. Daniel comprendra que c'est pour son bien. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigée vers la porte. Estelle m'a suivi, continuant ses remarques acerbes. Tu verras, Olivia. Tu reviendras en rampant. Quand tu te rendras compte que tu n'es rien sans cette famille, tu seras heureuse d'accepter ma proposition. J'ai claqué la porte derrière moi, le souffle court, les larmes aux yeux. La pluie tombait toujours, mais je m'en fichais. J'ai marché jusqu'à ma voiture, trempée jusqu'aux os, mais c'était le cadet de mes soucis. Assise dans ma voiture, j'ai laissé libre cours à mes larmes. La réalité de la situation me frappait de plein fouet. Ce n'était pas seulement mon mariage qui était en jeu, c'était toute ma vie. Estelle ne voulait pas seulement mon aide, elle voulait me briser, m'enlever tout ce qui faisait de moi une personne à part entière. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à toutes ces années passées avec Daniel. Les moments de bonheur, les projets, les rêves partagés. Comment avais-je pu être si aveugle ? Comment n'avais-je pas vu l'emprise qu'Estelle avait sur lui ? Arrivé à notre appartement, j'ai trouvé Daniel qui m'attendait. Son visage était fermé, et je savais avant même qu'il ne parle qu'Estelle l'avait déjà contacté. Alors, a-t-il demandé simplement. J'ai pris une profonde inspiration. Ta mère ne veut pas de l'aide, Daniel.
Elle veut une esclave. Il a secoué la tête, l'air désapprobateur. Tu exagères, Olivia. Ma mère a juste besoin d'aide. De l'aide, ai-je explosé. Elle veut que je renonce à tout. Mon travail, ma dignité, tout. Daniel est resté impassible. C'est ma mère, Olivia. Elle a besoin de nous. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que quoi que je dise, quoi que je fasse, je ne pourrais jamais gagner contre Estelle. Pas tant que Daniel serait de son côté. Je ne peux pas faire ça, Daniel, ai-je dit doucement. Je ne peux pas renoncer à tout ce que je suis. Son visage s'est durci. Alors tu ne me laisses pas le choix. Il est allé dans son bureau et en est revenu avec une enveloppe. Des papiers de divorce. Il les avait déjà préparés, réalisés avec horreur. Il avait déjà pris sa décision, bien avant cette rencontre avec Estelle. C'est vraiment ce que tu veux, ai-je demandé, la voix brisée. Il a hoché la tête, sans émotion. C'est ce qui doit être fait. Cette nuit. Hitla, j'ai fait mes valises, le cœur lourd mais l'esprit étrangement clair. En quittant l'appartement que nous avions partagé pendant tant d'années, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la fin de mon mariage. C'était la fin d'une illusion. L'illusion que l'amour pouvait tout surmonter, que le respect et l'égalité allaient de soi dans un couple. Mais c'était aussi le début de quelque chose. Le début d'une nouvelle vie, où je n'aurais plus à me battre pour être respectée, où je pourrais être moi-même sans compromis. En fermant la porte derrière moi, j'ai fait une promesse silencieuse. Une promesse à moi-même. Celle de ne plus jamais laisser personne dicter ma vie ou ma valeur. Le chemin serait difficile, je le savais. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Libre d'être Olivia, juste Olivia. Et ça n'avait pas de prix. Les jours qui ont suivi mon départ de notre appartement ont été un brouillard de chagrin et de confusion. Je me suis retrouvée dans un petit studio meublé du 3e arrondissement, loin de la vie confortable que je connaissais. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, seulement pour être confrontée à la dure réalité en ouvrant les yeux. Malgré tout, je m'accrochais à l'idée que Daniel finirait par revenir à la raison. Après tout, nous avions partagé tant de choses ensemble. 7 ans de mariage, ce n'était pas rien. J'imaginais qu'il réaliserait l'absurdité de la situation, qu'il comprendrait que sa mère allait trop loin. C'est avec cet espoir que j'ai décidé de l'appeler une semaine après notre séparation. Le cœur battant, j'ai composé son numéro, répétant dans ma tête ce que j'allais lui dire. La sonnerie a retenti 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis sa voix, froide et distante, a répondu. Olivia, a-t-il dit, sans aucune émotion dans la voix. Daniel, ai-je répondu, la gorge serrée. Je pense qu'il faut qu'on parle. Cette situation est absurde, on ne peut pas laisser ta mère. Il m'a coupé net. Il n'y a rien à dire, Olivia. Tu as fait ton choix. J'ai senti la colère monter en moi. Mon choix. Daniel, c'est toi qui m'as mis un ultimatum. C'est toi qui as choisi ta mère plutôt que notre mariage. Un long silence a suivi. Quand il a repris la parole, sa voix était encore plus froide qu'avant. Tu ne comprends pas, Olivia. Ma famille passe avant tout. Ma mère a besoin de moi, de nous. Si tu ne peux pas l'accepter, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Comment l'homme que j'aimais pouvait-il être si cruel? Daniel, ai-je murmuré, les larmes aux yeux, nous sommes aussi une famille. Toi et moi. Plus maintenant, a-t-il répondu sèchement avant de raccrocher. Je suis restée là, le téléphone à la main, incapable de bouger. C'était fini. Vraiment fini. L'homme que j'avais épousé, celui qui me faisait rire, qui me soutenait dans mes projets, n'existait plus. À sa place, il y avait cet étranger froid et distant, entièrement soumis au désir de sa mère. Les jours suivants ont été un cauchemar. J'ai appris par des amis communs que Daniel et Estelle avaient commencé à répandre des rumeurs sur moi. Selon eux, j'étais égoïste, ingrate, incapable de faire des sacrifices pour ma famille. Ils racontaient à qui voulait l'entendre que j'avais abandonné Daniel quand il avait le plus besoin de moi, que j'avais choisi ma carrière plutôt que mon mariage.
Ces mensonges me blessaient profondément, mais le pire était de voir certains de nos amis les croire. Des gens que je considérais comme proches ont commencé à m'éviter, à ne plus répondre à mes appels. Je me sentais trahi non seulement par Daniel, mais aussi par tout notre cercle social. Un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai croisé Sophie, ma meilleure amie depuis l'université. Ou du moins, celle que je considérais comme ma meilleure amie. Elle était à la terrasse d'un café avec un groupe de personnes, dont certaines que je connaissais. Quand elle m'a vue, son visage s'est figé. Elle s'est penchée vers les autres, a murmuré quelque chose, et soudain, tout le groupe m'a regardé avec un mélange de pitié et de mépris. J'ai senti mes jambes faiblir. Comment en étions-nous arrivés là? Comment les gens pouvaient-ils croire si facilement ces mensonges sans même chercher à connaître ma version de l'histoire? Cette nuit-là, seule dans mon petit studio, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré pour mon mariage perdu, pour mes amitiés brisées, pour la vie que j'avais construite et qui s'effondrait autour de moi. Pendant un moment, j'ai même envisagé de céder, de retourner vers Daniel et d'accepter les conditions d'Estelle. Peut-être que ça serait plus facile que de tout recommencer à zéro? Mais au fond de moi, je savais que ce serait une erreur. Je ne pouvais pas renoncer à tout ce que j'étais, à mes rêves, à mon indépendance. Je ne pouvais pas laisser Estelle gagner, laisser Daniel me traiter comme une pièce interchangeable dans sa vie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une nouvelle détermination. J'ai décidé de me concentrer sur mon travail, de me plonger corps et âme dans ma carrière. Si je ne pouvais pas contrôler ce que les autres pensaient de moi, je pouvais au moins prouver ma valeur professionnellement. J'ai commencé à arriver plus tôt au bureau, à rester plus tard le soir. Je me suis portée volontaire pour des projets supplémentaires, j'ai proposé de nouvelles idées lors des réunions. Mon patron, Monsieur Dubois, a remarqué mon investissement accru. Olivia, m'a-t-il dit un jour après une présentation particulièrement réussie, je ne sais pas ce qui vous arrive ces derniers temps, mais votre travail est exceptionnel. Continuez comme ça. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Enfin, quelqu'un qui me jugeait sur mes actions plutôt que sur des rumeurs. Mais malgré mes efforts pour me reconstruire, la trahison de Daniel continuait à me hanter. Un samedi matin, alors que je faisais mes courses au marché du quartier, je l'ai aperçu. Il était là, au milieu des étals de fruits et légumes, tenant la main d'une jeune femme que je ne connaissais pas. Ils riaient ensemble, semblant parfaitement heureux. Mon cœur s'est serré. Comment pouvait-il avoir l'air si insouciant alors que ma vie était en ruine? Comment pouvait-il sourire et rire avec une autre femme alors que notre divorce n'était même pas encore prononcé? Sans réfléchir, je me suis approchée d'eux. Daniel, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Il s'est retourné, surpris. Son visage s'est assombri en me voyant. Olivia, a-t-il dit froidement. Je te présente Chloé. Ma fiancée. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Sa fiancée? Nous n'étions séparés que depuis quelques mois, et il était déjà fiancé à quelqu'un d'autre? Chloé m'a regardé avec curiosité. Oh, c'est vous Olivia? J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai serré les poings, me retenant de lui dire exactement ce que je pensais de ce qu'elle avait pu entendre. Au lieu de cela, j'ai forcé un sourire. J'espère que ce n'était pas que du mal, ai-je dit, tentant de garder mon calme. Daniel a eu l'audace de rire. Oh, ne t'inquiète pas Chloé, c'est tout. Elle comprend l'importance de la famille, elle. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. La famille, ai-je explosé. Tu oses parler de famille alors que tu as trahi la nôtre? Tu m'as abandonné, Daniel. Tu as choisi ta mère. Plutôt que moi. Les gens autour de nous ont commencé à nous regarder. Daniel a eu l'air gêné. Ce n'est ni le lieu ni le moment, Olivia, a-t-il dit à voix basse. Tu devrais partir. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir pleurer. Tu as raison, ai-je dit. Je pars. Mais sache une chose, Daniel. Un jour, tu réaliseras ce que tu as perdu. Et ce jour-là, il sera trop tard. Je suis partie sans me retourner, laissant Daniel et sa nouvelle fiancée au milieu du marché. Mon panier de courses oublié, j'ai marché sans but dans les rues de Lyon, essayant de comprendre comment ma vie avait pu changer si radicalement en si peu de temps.
Cette rencontre au marché a été un tournant. J'ai réalisé que je ne pouvais plus me permettre de m'apitoyer sur mon sort. Daniel avait clairement tourné la page, et il était temps que je fasse de même. J'ai décidé que je ne laisserais plus le passé me définir. J'allais reconstruire ma vie, avec ou sans lui, avec ou sans nos anciens amis. Le soir même, j'ai commencé à chercher un nouvel appartement. Quelque chose qui serait vraiment à moi, un endroit où je pourrais recommencer à zéro. J'ai aussi pris la décision de m'inscrire à un cours du soir pour développer mes compétences professionnelles. Si Daniel pouvait refaire sa vie si rapidement, alors moi aussi je pouvais aller de l'avant. La route serait longue et difficile, je le savais. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à affronter l'avenir. J'étais Olivia, et j'allais écrire ma propre histoire, sans laisser personne d'autre tenir la plume à ma place. Les mois qui ont suivi ma rencontre avec Daniel et sa nouvelle fiancée au marché ont été un véritable tourbillon. J'avais pris la décision de me reconstruire, de ne plus laisser mon passé me définir, mais le chemin s'avérait plus difficile que prévu. Mon premier défi a été de trouver un nouvel appartement. Après des semaines de recherche, j'ai fini par dénicher un petit 2 pièces dans le quartier de la Croix-Rousse. Ce n'était pas le luxe auquel j'étais habituée avec Daniel, mais il y avait quelque chose de libérateur dans le fait d'avoir un espace qui m'appartenait vraiment, un endroit où je pouvais être moi-même sans compromis. Le jour du déménagement, j'ai réalisé à quel point ma vie avait changé. La plupart de mes anciens amis ne répondaient plus à mes appels, et je me suis retrouvée seule avec mes cartons. Heureusement, ma collègue Marie, avec qui je m'étais liée d'amitié ces derniers temps, a proposé de m'aider. « Tu verras, Olivia, m'a-t-elle dit alors que nous montions les escaliers avec des cartons, c'est le début d'une nouvelle aventure. Tu vas adorer ce quartier, il y a tellement de vie ici. » Son enthousiasme était contagieux, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un réel espoir pour l'avenir. Au travail, je continuais à me donner à fond. Mon investissement a fini par payer. 3 mois après mon déménagement, Monsieur Dubois m'a convoqué dans son bureau. « Olivia, m'a-t-il dit avec un sourire, votre travail ces derniers mois a été exceptionnel. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous vous promouvons au poste de directrice adjointe du marketing. » J'ai eu du mal à contenir ma joie. Cette promotion, c'était la preuve que je valais quelque chose, que je pouvais réussir par moi-même. En sortant du bureau de Monsieur Dubois, j'ai ressenti l'envie presque irrésistible d'appeler Daniel pour lui annoncer la nouvelle. Puis je me suis rappelé que ce n'était plus ma vie, et cette réalisation, bien que douloureuse, m'a confortée dans l'idée que j'avançais dans la bonne direction. Avec cette promotion est venue une augmentation de salaire significative. J'ai décidé d'investir une partie de cet argent dans ma formation. Je me suis inscrite à des cours du soir en marketing digital, déterminée à rester à la pointe dans mon domaine. C'est lors de ces cours que j'ai rencontré Léa, une jeune femme dynamique qui deviendrait rapidement une amie proche. Un soir, après les cours, nous sommes allés prendre un verre dans un petit bar de la Croix-Rousse. « Tu sais, Olivia, m'a dit Léa en sirotant son vin, je t'admire beaucoup. Tu as traversé tellement de choses, et pourtant tu es là, à te battre pour avancer. » Ces mots m'ont touchée plus que je ne l'aurais cru possible. Merci, Léa. Parfois, j'ai l'impression de nager à contre-courant, mais je refuse d'abandonner. Elle a posé sa main sur la mienne. Et c'est exactement pour ça que tu vas réussir. Tu es forte, Olivia. Plus forte que tu ne le crois. Cette conversation a été un tournant. J'ai réalisé que malgré tout ce que j'avais perdu, j'avais aussi gagné quelque chose, une force intérieure que je ne me connaissais pas. Les semaines suivantes, j'ai commencé à m'ouvrir davantage. J'ai rejoint un club de lecture dans mon quartier, je me suis mise au yoga, j'ai même osé m'inscrire à des cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais que je n'avais jamais eu le courage de faire. Petit à petit, je me suis construite une nouvelle vie, une nouvelle identité. Je n'étais plus simplement l'ex-femme de Daniel ou celle qui a refusé de s'occuper de sa belle-mère. J'étais Olivia, directrice adjointe du marketing, étudiante en marketing digital, membre d'un club de lecture, yogini débutante et peintre du dimanche. Un an jour pour jour après mon déménagement, j'ai organisé une petite fête dans mon appartement. Marie, Léa et quelques autres nouveaux amis étaient là. En regardant autour de moi,
En voyant ces personnes qui m'avaient soutenu et accepté pour qui j'étais vraiment, j'ai senti une vague de gratitude m'envahir. Je voudrais porter un toast, ai-je dit, levant mon verre. À la renaissance. À la force qui nous pousse à avancer malgré les obstacles. Et à l'amitié, qui rend tout cela possible. Les verres se sont entrechoqués, les rires ont résonné, et j'ai su à ce moment-là que j'avais vraiment réussi à renaître de mes cendres. Mais la vie a parfois un sens de l'humour étrange. Quelques jours après cette soirée, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai reconnu l'écriture, c'était celle de Daniel. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une simple note. Olivia. J'ai appris pour ta promotion. Félicitations. J'espère que tu vas bien. Daniel. Ces quelques mots ont fait remonter une vague d'émotions que je croyais avoir enterrées. Colère, tristesse, mais aussi une pointe de satisfaction. Il avait entendu parler de ma réussite. D'une certaine manière, c'était une victoire. J'ai hésité longtemps sur la réponse à donner. Devais-je l'ignorer? Lui répondre froidement? Finalement, j'ai opté pour la simplicité. Merci, Daniel. Je vais bien. J'espère que toi aussi. J'ai glissé la note dans une enveloppe et l'ai postée le lendemain matin. Ce bref échange a eu un effet inattendu sur moi. Au lieu de me replonger dans le passé, il m'a fait réaliser à quel point j'avais avancé. La douleur était toujours là, quelque part, mais elle ne me définissait plus. Les mois suivants ont été une période de croissance continue. Au travail, j'ai lancé une campagne de marketing innovante qui a considérablement augmenté notre visibilité. Dans ma vie personnelle, j'ai commencé à voyager, d'abord de petites escapades en France, puis des voyages plus longs en Europe. C'est lors d'un de ces voyages, alors que je me promenais dans les rues de Barcelone, que j'ai eu une révélation. J'étais assise à la terrasse d'un café, savourant un café qu'on léchait et observant le va-et-vient des passants, quand j'ai réalisé que pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureuse. Pas juste contente ou satisfaite, mais profondément, authentiquement heureuse. Cette réalisation m'a donné envie de partager mon expérience, d'aider d'autres personnes qui traversaient des moments difficiles. À mon retour à Lyon, j'ai commencé à écrire un blog, partageant mon parcours, mes luttes et mes victoires. À ma grande surprise, le blog a rapidement gagné en popularité. Un jour, j'ai reçu un message d'une femme nommée Claire. Chère Olivia, votre histoire m'a profondément touchée. Je traverse actuellement une situation similaire à celle que vous avez vécue, et vos mots m'ont donné l'espoir et la force de continuer. Merci de partager votre expérience avec tant d'honnêteté et de courage. Claire. Ce message, et les nombreux autres qui ont suivi, m'ont fait réaliser que mon expérience pouvait avoir un impact positif sur la vie des autres. J'ai commencé à organiser des ateliers d'écriture thérapeutique, aidant d'autres femmes à exprimer leurs émotions et à trouver leur propre voie vers la guérison. 2 ans après mon divorce, j'étais devenue une personne complètement différente. Plus forte, plus confiante, plus épanouie. Ma carrière florissait, j'avais un cercle d'amis solides et aimants, et j'avais trouvé un sens à ma vie en aidant les autres. Un soir, alors que je rentrais d'un de mes ateliers, j'ai croisé Daniel dans la rue. Il était seul, l'air fatigué. Nos regards se sont croisés, et pendant un moment, le temps s'est arrêté. J'ai vu dans ses yeux une lueur de regret, peut-être même de remords. Olivia, a-t-il dit doucement. Tu as l'air heureuse. J'ai souri, un sourire sincère et serein. Je le suis, Daniel. Je le suis vraiment. Nous avons échangé quelques banalités, puis chacun a repris son chemin. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que cette rencontre ne m'avait pas bouleversée comme elle l'aurait fait autrefois. J'avais vraiment tourné la page. Ma renaissance était complète. J'avais traversé le feu, j'avais été réduite en cendres, mais j'en étais ressortie plus forte, plus résiliente. J'étais comme le phénix, renaissant de mes cendres, prête à voler vers de nouveaux horizons. Cette expérience m'avait appris une leçon précieuse, notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, mais de ce que nous pensons de nous-mêmes. J'avais perdu beaucoup, c'est vrai, mais j'avais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la connaissance de ma propre force,
la certitude que quoi qu'il arrive, je pouvais toujours me relever et avancer. Alors que je me préparais pour une nouvelle journée, je me suis regardée dans le miroir. Le reflet qui me faisait face n'était plus celui d'une femme brisée, mais celui d'une survivante, d'une battante. J'étais Olivia, et mon histoire ne faisait que commencer. Je pensais avoir tourné la page de mon passé tumultueux avec Daniel et Estelle. Ma vie avait pris un nouveau tournant, rempli de projets passionnants et de nouvelles amitiés sincères. Cependant, le destin avait d'autres plans pour moi, et j'allais bientôt découvrir que certains fantômes du passé ne disparaissent jamais complètement. C'était un mardi soir comme les autres. Je rentrais d'un de mes ateliers d'écriture thérapeutique, l'esprit encore rempli des histoires courageuses que les participantes avaient partagées. Le soleil se couchait sur Lyon, baignant les rues pavées de la Croix-Rousse d'une douce lumière dorée. J'avais prévu de passer une soirée tranquille chez moi, peut-être en écrivant un nouvel article pour mon blog ou en lisant un bon livre. Mais en approchant de mon immeuble, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. 2 silhouettes familières se tenaient devant ma porte d'entrée. Mon cœur s'est serré quand j'ai reconnu Daniel et Estelle. Que faisaient-ils ici? Comment avaient-ils trouvé mon adresse? Je me suis approchée avec prudence, tentant de maîtriser la boule d'anxiété qui se formait dans mon estomac. Daniel? Estelle? Que faites-vous ici? Ai-je demandé, m'efforçant de garder une voix calme. Leurs visages se sont tournés vers moi, et j'ai été frappée par l'expression de suffisance qu'ils arboraient tous les deux. C'est Estelle qui a pris la parole en premier, sa voix dégoulinante de condescendance. Ah, Olivia. Enfin, te voilà. Nous avons quelques petites choses à mettre au clair. J'ai senti la colère monter en moi. Après tout ce temps, ils osaient se présenter chez moi et me parler sur ce ton? Je n'ai rien à vous dire, ai-je répondu fermement. Partez, s'il vous plaît. Mais il ne bougeait pas. Au contraire, Daniel a fait un pas en avant, son visage dur et déterminé. Ce n'est pas si simple, Olivia. Cet appartement, il n'est pas à toi. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Quoi? Bien sûr que si, c'est mon appartement. J'ai signé le bail, je paie le loyer chaque mois. Estelle a laissé échapper un rire moqueur. Oh, ma pauvre Olivia. Tu es si naïve. Tu crois vraiment que tu aurais pu te permettre un appartement dans ce quartier avec ton petit salaire? Daniel a tout arrangé. L'appartement est à son nom. Mon esprit tournait à toute vitesse. C'était impossible. J'avais signé tous les papiers moi-même, j'avais visité l'appartement seul, j'avais... Et puis, soudain, un souvenir m'est revenu. Le jour où j'avais signé le bail, l'agent immobilier avait mentionné un garant. J'étais tellement stressée à l'époque que je n'y avais pas prêté attention. Se pourrait-il que... C'est ridicule, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Même si Daniel était garant, ça ne lui donne aucun droit sur l'appartement. Je paie mon loyer, je vis ici. Daniel a secoué la tête. Tu ne comprends pas, Olivia. J'ai fait bien plus que me porter garant. J'ai acheté cet appartement. Il est à moi. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Comment était-ce possible? Comment avais-je pu être aussi aveugle? Pourquoi, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pourquoi faire ça? Estelle a fait un pas en avant, son sourire cruel s'élargissant. Pour te garder sous contrôle, bien sûr. Tu croyais vraiment pouvoir t'échapper si facilement? Nous t'avons laissé jouer à la femme indépendante pendant un moment, mais il est temps que tu comprennes ta place. La rage et la peur se mélangeaient en moi, créant un cocktail toxique d'émotions. Mais je me suis accrochée à mon calme. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir perdre mon sang-froid. Je ne sais pas ce que vous espérez accomplir, ai-je dit lentement, mais je ne partirai pas d'ici. C'est chez moi. Daniel a fait un autre pas en avant, envahissant mon espace personnel. Tu n'as pas le choix, Olivia. Soit tu pars maintenant, soit nous appelons la police pour t'expulser. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais sous-estimé leur cruauté. Ils étaient prêts à tout pour me détruire, pour me ramener sous leur contrôle. Mais j'avais changé. Je n'étais plus la femme fragile et manipulable qu'ils avaient connue. Très bien, ai-je dit, sortant mon téléphone. Appelons la police.
Leurs visages ont trahi leur surprise. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce que je reste calme, encore mot. INS à ce que j'accepte d'impliquer les autorités. Qu'est-ce que tu fais ? A demandé Daniel, une pointe d'inquiétude dans la voix. J'appelle la police, ai-je répondu simplement. Vous voulez les impliquer, non ? Alors faisons-le. Pendant que je composais le numéro, j'ai vu Estelle et Daniel échanger des regards inquiets. Leur assurance commençait à s'effriter. Ils avaient probablement espéré m'intimider pour que je parte sans faire d'histoire. Mais je n'étais plus la femme qui se laissait faire s'embrancher. Quelques minutes plus tard, 2 voitures de police sont arrivées. Les agents sont sortis, l'air sérieux et professionnel. « Bonsoir », a dit l'un d'eux. « Nous avons reçu un appel concernant un différend immobilier. Que se passe-t-il exactement ici ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai expliqué la situation aussi calmement que possible. J'ai parlé de mon divorce, de mon emménagement dans cet appartement, et des affirmations de Daniel concernant la propriété. Pendant que je parlais, j'ai remarqué que l'un des agents prenait des notes, tandis que l'autre observait attentivement les réactions de Daniel et Estelle. Quand j'ai eu fini, Daniel a pris la parole, sa voix empreinte d'une assurance feinte. « Officier, je suis le propriétaire légal de cet appartement. J'ai tous les documents nécessaires pour le prouver. » L'agent qui prenait des notes a levé les yeux. « Monsieur, avez-vous ces documents avec vous ?» Daniel a hésité. « Eh bien, non, pas sur moi, mais je peux les fournir rapidement. » L'agent a hoché la tête. « Dans ce cas, monsieur, je vous suggère de rentrer chez vous et de revenir avec ces documents. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire sans preuve concrète. » Estelle, qui était restée silencieuse jusque-là, a explosé. « C'est ridicule. Savez-vous qui nous sommes ? Mon fils est un homme d'affaires respecté, et cette femme n'est qu'une ingrate qui essaie de profiter de notre générosité. » Les agents ont échangé un regard. Celui qui avait pris la parole s'est tourné vers Estelle. « Madame, je vous demande de vous calmer. Nous sommes ici pour résoudre pacifiquement cette situation. » Mais Estelle était lancée. Elle a continué à vociférer, insultant les agents, les traitant d'incompétents. Daniel essayait de la calmer, mais elle était hors de contrôle. C'est alors que j'ai sorti mon atout. « Officier, ai-je dit calmement, j'ai ici une copie de mon bail, ainsi que les relevés bancaires prouvant que je paie mon loyer chaque mois. » J'ai sorti les documents de mon sac. Je les avais préparés il y a quelques semaines, après avoir entendu des rumeurs sur les intentions de Daniel et Estelle. Je n'avais jamais pensé en avoir réellement besoin, mais j'étais soulagée d'avoir pris cette précaution. Les agents ont examiné les documents avec attention. Pendant ce temps, Estelle continuait à crier, tentant maintenant de forcer le passage pour entrer dans l'immeuble. « Ça suffit », a finalement dit l'un des agents. « Madame », il s'adressait à Estelle, « je vous demande une dernière fois de vous calmer. Sinon, nous serons obligés de vous arrêter pour trouble à l'ordre public. » Ces mots n'ont fait qu'enrager davantage Estelle. Elle s'est jetée sur moi, tentant de m'agripper. J'ai reculé, choquée par sa violence soudaine. Les agents ont réagi immédiatement. En quelques secondes, ils ont maîtrisé Estelle, la menottant malgré ses protestations véhémentes. « Vous ne pouvez pas faire ça », hurlait-elle. « Vous ne savez pas qui je suis. » Daniel, voyant la situation lui échapper complètement, a tenté d'intervenir. « Officier, s'il vous plaît, il doit y avoir un moyen de régler cela calmement. » Mais il était trop tard. L'un des agents s'est tourné vers lui. « Monsieur, je vais devoir vous demander de nous accompagner au poste. Nous avons besoin de clarifier cette situation, et votre comportement, ainsi que celui de votre mère, soulève des questions sur vos intentions. » J'ai regardé, abasourdi, alors que Daniel était également menotté et conduit vers l'une des voitures de police. Estelle continuait à hurler des insultes et des menaces, sa voix résonnant dans la rue calme. L'un des agents s'est tourné vers moi. « Madame, nous allons avoir besoin de votre déposition complète. Pouvez-vous nous accompagner au poste ?» J'ai hoché la tête, encore sous le choc des événements. Alors que je montais dans la voiture de police, j'ai croisé le regard de Daniel. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas de la peur pour moi, mais pour lui-même.
En route vers le commissariat, j'ai réalisé que cette soirée marquait un tournant décisif. Ce n'était pas seulement la fin de mon histoire avec Daniel et Estelle, c'était aussi le début d'une nouvelle phase de ma vie. Une phase où je n'aurais plus peur, où je n'aurais plus à regarder par-dessus mon épaule. Le chemin serait encore long, je le savais. Il y aurait des déclarations à faire, peut-être même un procès. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre. Libre de vivre ma vie sans l'ombre de leur manipulation planant au-dessus de moi. Alors que la voiture s'arrêtait devant le commissariat, j'ai pris une profonde inspiration. Quoi qu'il arrive maintenant, j'étais prête à l'affronter. J'étais Olivia, et j'étais enfin maîtresse de mon destin. Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Daniel et Estelle ont été un tourbillon d'émotions et d'activités. Les dépositions, les interrogatoires, les rencontres avec les avocats. Tout cela m'a plongée dans un monde que je n'aurais jamais imaginé côtoyer. Pourtant, au milieu de ce chaos, je me sentais étrangement en paix. Comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. Le procureur a décidé de poursuivre Daniel et Estelle pour harcèlement, tentative d'extorsion et faux et usage de faux. Les preuves étaient accablantes. Non seulement ils avaient tenté de me faire croire que l'appartement leur appartenait, mais l'enquête a révélé qu'ils avaient également essayé de manipuler d'autres aspects de ma vie. Ils avaient contacté mon employeur pour essayer de me faire licencier, avaient répandu des rumeurs malveillantes dans mon cercle social, et avaient même tenté de pirater mes comptes en ligne. Le jour du procès est arrivé plus vite que je ne l'aurais pensé. Assise dans la salle d'audience, j'observais Daniel et Estelle. Ils semblaient si petits maintenant, si insignifiants. Daniel évitait mon regard, fixant obstinément le sol. Estelle, quant à elle, me fusillait du regard, comme si tout cela était de ma faute. Mais sa colère ne m'atteignait plus. Lorsque j'ai été appelée à la barre, j'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de raconter mon histoire, de dire ma vérité. J'ai parlé de notre mariage, de l'ultimatum, de la façon dont ils avaient essayé de me briser. Ma voix était calme et assurée. Je n'étais plus cette femme effrayée et manipulée. J'étais une survivante, et je voulais que le monde entier le sache. Le verdict est tombé après plusieurs jours de procès. Daniel a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une lourde amende. Estelle, dont le rôle dans toute cette affaire s'était révélé bien plus important que je ne l'avais imaginé, a écopé d'une peine de prison ferme de 18 mois. Le juge a également ordonné qu'ils suivent tous les deux une thérapie obligatoire. En sortant du tribunal ce jour-là, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que justice ait été rendue, que ma vérité ait été entendue et validée. Mais aussi une certaine tristesse pour la relation que j'avais eue avec Daniel, pour les rêves que nous avions partagés et qui s'étaient transformés en cauchemars. Ma meilleure amie, Léa, m'attendait à la sortie. Elle m'a prise dans ses bras sans un mot, me serrant fort. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Toutes les émotions que j'avais retenues pendant le procès ont jailli d'un coup. J'ai pleuré, longtemps, évacuant des années de stress et de peur. C'est fini, Olivia, m'a murmuré Léa. Tu es libre maintenant. Libre. Ce mot résonnait en moi comme une promesse, comme un nouveau départ. Les jours suivants ont été consacrés à la reconstruction. J'ai pris un congé sabbatique de mon travail, sentant le besoin de prendre du recul et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Mon blog, qui avait été mis en pause pendant le procès, est devenu mon exutoire. J'y ai partagé mon expérience, espérant que mon histoire pourrait aider d'autres personnes dans des situations similaires. À ma grande surprise, mon blog a commencé à attirer de plus en plus de lecteurs. Des femmes, et des hommes, du monde entier m'écrivaient pour me remercier, pour partager leurs propres histoires, pour demander des conseils. J'ai réalisé que ce que j'avais vécu, aussi douloureux que cela ait été, pouvait avoir un impact positif sur la vie des autres. C'est ainsi qu'est née l'idée de ma fondation. Nouveau chapitre, c'est le nom que je lui ai donné. Une organisation dédiée à aider les victimes de manipulation et d'abus psychologiques à se reconstruire, à reprendre le contrôle de leur vie. J'ai investi une partie de l'argent que j'avais reçu en dommages et intérêts pour la lancer. Les premiers mois ont été difficiles. Créer une fondation de toutes pièces était un défi de taille, surtout pour quelqu'un qui n'avait aucune expérience dans ce domaine. Mais j'étais déterminée.
J'ai suivi des formations, j'ai rencontré des experts, j'ai constitué une équipe de professionnels passionnés. Petit à petit, Nouveau Chapitre a pris forme. Nous avons commencé par offrir des ateliers d'écriture thérapeutique, similaires à ceux que j'avais animés auparavant. Puis nous avons élargi nos services, soutien psychologique, aide juridique, accompagnement dans la recherche d'emploi. Notre objectif était d'offrir un soutien global, de aider les gens à se reconstruire sur tous les plans. 1 an après sa création, Nouveau Chapitre avait déjà aidé des centaines de personnes. Nous avions ouvert des antennes dans plusieurs villes de France, et des projets d'expansion à l'international étaient en cours. J'étais fière de ce que nous avions accompli, mais je savais que ce n'était que le début. C'est à cette époque que j'ai reçu un email inattendu. Il venait de Chloé, l'ex-fiancée de Daniel. Elle m'expliquait qu'elle avait suivi mon histoire dans les médias, qu'elle avait lu mon blog, et qu'elle voulait me rencontrer. J'ai hésité longtemps avant de répondre. Mais finalement, ma curiosité l'a emporté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. Chloé était nerveuse, jouant avec sa tasse de café sans oser me regarder dans les yeux. « Je suis désolée », a-t-elle fini par dire. « Je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas. » Daniel m'avait raconté une toute autre histoire. J'ai senti ma colère initiale s'évaporer. Chloé n'était qu'une autre victime dans toute cette histoire. « Ce n'est pas de ta faute », ai-je dit doucement. Daniel est un manipulateur très habile. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là. Chloé m'a raconté comment elle avait fini par découvrir la vérité, comment elle avait quitté Daniel peu après son arrestation. Elle aussi avait eu du mal à se reconstruire, à faire confiance à nouveau. À la fin de notre rencontre, je lui ai parlé de Nouveau Chapitre. Ses yeux se sont illuminés. « Je peux aider ?» a-t-elle demandé. « J'aimerais faire quelque chose, contribuer d'une manière ou d'une autre. » C'est ainsi que Chloé est devenue l'une de nos bénévoles les plus actives. Son expérience, différente de la mienne mais tout aussi valable, a apporté une nouvelle perspective à notre travail. Ensemble, nous avons développé un programme spécifique pour les personnes qui, comme elle, avaient été involontairement complices de manipulateurs. Les années ont passé. Nouveau Chapitre a continué à grandir et à évoluer. Nous sommes devenus une référence dans le domaine de la lutte contre les abus psychologiques. J'ai été invitée à donner des conférences, à participer à des émissions de télévision, à témoigner devant des commissions parlementaires. Mon histoire personnelle, qui avait été une source de honte et de douleur, était devenue un outil pour aider les autres. Un jour, alors que je préparais une conférence, j'ai reçu un appel de la prison. C'était Estelle. Elle avait fini sa peine et voulait me parler. J'ai hésité longtemps avant d'accepter. Mais finalement, j'ai décidé que c'était peut-être l'occasion de clore définitivement ce chapitre de ma vie. Notre rencontre a eu lieu dans un parc, sur un banc anonyme. Estelle avait vieilli, la prison l'avait marquée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son regard. Il n'y avait plus cette lueur de méchanceté, de supériorité. Elle semblait brisée. « Je suis désolée », a-t-elle dit dès que je me suis assise. « Je sais que ça ne change rien, que ça ne répare pas ce que j'ai fait. Mais je voulais que tu le saches. Je suis vraiment, profondément désolée. J'ai regardé cette femme qui m'avait fait tant de mal, qui avait failli détruire ma vie. Et j'ai réalisé que je ne ressentais plus de colère. Juste de la pitié, et peut-être une pointe de compassion. J'accepte vos excuses, Estelle, ai-je dit doucement. J'espère que vous trouverez la paix. En la quittant ce jour-là, j'ai su que j'avais vraiment tourné la page. Le passé ne me hantait plus. J'étais libre, vraiment libre. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois à quel point j'ai changé, à quel point j'ai grandi. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle s'est transformé en une opportunité de faire une différence dans le monde. Nouveau Chapitre a aidé des milliers de personnes à se reconstruire, à retrouver leur voix, leur force. Et moi? Je suis heureuse. Vraiment heureuse. J'ai trouvé ma vocation, j'ai des amis formidables, et j'ai appris à m'aimer et à me respecter. Chaque jour, je me réveille avec un sentiment de gratitude et d'excitation pour ce que la journée va apporter. Mon histoire n'est pas terminée. En fait, je pense qu'elle ne fait que commencer.
Mais une chose est sûre, quoi que l'avenir me réserve, je suis prête à l'affronter. Car je suis Olivia, et j'écris mon propre destin.